rejoint en cet après-midi. À l'heure du goûter, on est en train de vous distribuer des petits flyers, on va vous raconter ça avec Anne. On a aussi des fraises tagada. Ça, c'est pour vous inciter à rester jusqu'à la fin de la table ronde. On les distribuera à la fin. Voilà. Comme ça, vous êtes obligés. Pardon ? Non, j'ai pas à boire. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Ouais, c'est ça. On devrait faire des conférences barman. Ce serait... Oui, très bien. Comme des cafés histoire. Nous sommes réunis en ce jour pour parler du trône de fer entre fiction et histoire. C'est la thématique de notre table ronde. Je tiens à préciser qu'en ce moment, on est en live sur les réseaux sociaux via la garde de nuit. Voilà, du coup, la garde de nuit. Comme ça, si vous posez une question à la fin, pour vous inciter à poser des questions, ce sera gravé dans le marbre et immortalisé. D'accord. Avec moi sur cette table, alors on va excuser William Blanc qui malheureusement a dû partir, mais j'ai donc Anne Besson, professeure en littérature générale et comparée à l'Université d'Artois. Vous la connaissez, vous avez sans doute vu Anne sur de multiples conférences, et souvent elle est à ma place, c'est elle qui pose les questions, mais elle a plein de trucs à nous raconter. Elle a notamment dirigé le colloque consacré à Game of Thrones il y a 2 ans, qui a été publié l'année dernière. À ses côtés, Jean-Paul Demoule. Bonjour, Jean-Paul Demoule, pardon. Très exactement. Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Alors, beaucoup de livres dans votre bibliographie, mais par rapport à ce qui vous intéresse, vous avez notamment participé au Trône de fer et les sciences, édition Belin. Et il se trouve que dans ce livre, Trône de fer et les sciences, édition Belin, il a été sous la direction de Jean-Sébastien Steyer. Jean-Sébastien, bonjour. Jean-Sébastien, vous êtes paléontologue au CNRS, affecté au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et donc vous avez édité ce livre. On va s'interroger donc sur les liens entre la fiction et l'histoire, ce que George Martin a piqué, entre guillemets, utilisé dans le matériau historique. Si vous avez suivi un petit peu Game of Thrones, vous savez qu'il y a pas mal de références, notamment à la guerre des 2 roses, mais d'autres choses. On va pouvoir en discuter tous ensemble. Peut-être pour commencer, Jean-Sébastien, sur ce livre, Le trône de fer et les sciences, qu'est-ce qui vous intéressait dans l'idée de confronter le trône de fer, justement les sciences, qu'elles soient dures ou pas? Alors c'était surtout le plaisir de prolonger la lecture en fait des romans de Martin ou le visionnage de la série, ou les deux à la fois, comme ça a été mon cas, puisque en fait c'est en regardant la série que je me suis intéressé en fait au livre, parce que j'en avais un petit peu marre d'attendre le mois suivant de voir l'épisode suivant. Et puis donc c'est un petit peu ce plaisir-là en explicitant les méthodes scientifiques qui se cachent dans différentes disciplines, en fait, histoire, mais aussi psychologie, c'est le cas donc dans le sommaire de Trône de fer et les sciences, climatologie bien sûr, puisque Winter is Coming. En ce qui me concerne, moi j'ai pas traité d'histoire, je ne suis ni légitime ni compétent, mais presque d'histoire dans le sens où c'est de la préhistoire. Donc un petit peu de paléontologie en fait. J'ai analysé le bestiaire à la lumière des connaissances donc en sciences naturelles, bestiaire, et puis glaciation aussi, comment dater cet univers au-delà du mur qui est de glace, avec une faune très particulière qui évoque comme par hasard la dernière glaciation. C'était surtout le but, c'est faire des sciences dans le respect de l'œuvre, bien sûr, en se cédant et s'appuyant sur l'aide des spécialistes de Martin, la garde de nuit. Donc c'est un livre quelque part de science et de fans, et on s'est vraiment régalé à diffuser les connaissances, à essayer de rendre les sciences finalement assez amusantes, en passant en fait au crible certains phénomènes, espèces imaginaires, personnages complexes, paysages épiques, etc. En passant en fait tout ça au crible d'une analyse scientifique pour expliquer en fait ce qui se cache dans ces disciplines. Est-ce que la glaciation, du coup, est cohérente? Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que Martin n'a pas fait exprès.
mais quand vous analysez en fait la faune au-delà, la faune endémique au-delà du mur, vous tombez pile poil dans la tranche de temps qui correspond à la dernière glaciation. Avec du mammouth, il y en a, ça tombe bien, de l'ours blanc, du loup géant, en fait, c'est pas tout à fait le même genre qu'aujourd'hui, c'est pas simplement un loup grand, c'est une autre espèce en fait qui vivait autrefois sur Terre réelle. Donc voilà, c'est ces comparaisons-là. Et comment ? Oui, les corneilles aussi, les bisons, puisque alors on les voit pas dans l'adaptation, mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces en fait qui sont magnifiquement bien décrites et notamment le mammouth laineux qui est observé par aidez-moi, par Jon Snow, merci, qui observe en fait un animal énorme avec une trompe et des poils très, très longs, etc. Donc là, on voit bien que Jon Snow observe un mammouth laineux, ce qui fait référence à une époque, une tranche de temps. Et c'est exactement comme ça qu'on fait dans la réalité pour dater en fait les terrains fossilifères. On regarde la composition en termes d'espèces, entre guillemets, préhistoriques qui sont réellement fossilisées, et on essaie de donner en fait une tranche de temps, à défaut d'avoir une datation plus précise si on a des données volcaniques ou autres, mais c'est un petit peu voilà la méthode que l'on apporte en fait au réel. Jean-Paul Demoule, comment vous êtes retrouvé donc dans ce livre et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette saga ? C'est pas du tout de ma faute, hein, c'est de la faute de Jean-Sébastien, parce qu'on avait déjà collaboré pour une autre aventure d'un livre collectif qui s'appelle Exquise Planète, où notre ami Roland Lehoucq, astrophysicien, inventait une nouvelle planète avec d'autres lois, et après Jean-Sébastien inventait des espèces vivantes, voilà. Et moi j'étais chargé à partir de là et d'inventer des sociétés à partir de ces espèces, et puis de faire des allers-retours avec la Terre pour inventer des uchronies, justement. On invente l'agriculture et l'élevage, mais c'est trop fatigant, on s'arrête. Les Chinois font le tour de l'Afrique au lieu de s'arrêter. Les Romains inventent le capitalisme parce qu'ils arrêtent l'esclavage. Voilà. Donc, quand Jean-Sébastien m'a fait cette nouvelle proposition malhonnête, moi je ne connaissais pas Game of Thrones, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais je m'intéresse à la science-fiction en général, ancienne et récente. Et donc j'ai trouvé que c'était un objet intéressant à étudier. Donc j'ai fait comme tout autre objet d'étude, j'ai commencé à regarder la série, regarder les romans et voir justement quel était l'écart ou non, l'inspiration. À la fois, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi c'est un objet de société. J'ai aussi interrogé mes enfants, petits-enfants, voisins, collègues. J'ai découvert que plein de gens connaissaient ce dont j'ignorais tout, et petit à petit, donc voilà, j'ai essayé de développer, à la fois de m'interroger pourquoi c'est un objet de société, pourquoi c'est la série la plus célèbre de l'histoire du monde, et comment ça marche d'un point de vue historique. Est-ce que ça, bien que ce soit explicitement une fiction, qu'est-ce qui est repris de la réalité et qu'est-ce qui ne marche pas. Tout à l'heure, à l'instant, Jean-Sébastien a fait une autre prestation un peu plus loin à 15h, et il nous a expliqué que malheureusement les dragons qui voient les vitrages du feu, c'était compliqué d'un point de vue physiologique. Voilà, mais pas complètement exclu. C'est important que ce ne soit pas complètement exclu, qu'on puisse rêver un petit peu encore. Oui, si tu veux dire un mot. Oui, vas-y. Oui, alors c'est sûr qu'on est dans la fiction, hein, évidemment, ou malheureusement presque. En fait, le Trône de Fer n'est pas un documentaire ni d'histoire ni de sciences naturelles, tout comme Jurassic Park, hein, je le rappelle aussi, n'est pas un documentaire sur les dinosaures, et de moins en moins d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais voilà, en fait, ces œuvres construites sont intéressantes parce qu'elles
elle manipule aussi des concepts scientifiques, des idées de méthode et participe un petit peu à cette diffusion des connaissances. Anne, alors Anne, tu as publié donc, tu as organisé un colloque, j'étais distrait par les films, organisé donc un colloque aux Imaginales en 2020 sur Game of Thrones. Alors d'abord, pourquoi? Et puis il y a notamment un article, un petit peu dans notre sujet, de Florian Besson là-dessus. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est de la trame de cet article. Non, je ne vais pas le faire. Hein. Je sais pas, je vais le regarder, parce que tu vois, je l'ai publié il y a quoi, un an. Ah oui. Et puis ça n'est pas le seul en plus. Hein, voilà, il y avait tout à fait Maureen Nathalie, William Blanc, enfin voilà, dans d'autres articles complètement liés à des questions historiques. Oui, lui c'était l'utilisation du matériau historique dans Game of Thrones. En fait, l'article s'appelle La vérité est-elle dans les archives, et c'est davantage c'est consacré à la manière dont le métier d'historien est représenté dans la série Game of Thrones, c'est-à-dire, et puis à partir de là il élargit à la représentation du savant avec en général chenu, chevelu, barbu, avec une grande robe de bure qui avance hein, dans des souterrains sombres avec une chandelle à la main, ce qui est très 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 peu recommandé dans une bibliothèque. Donc ça c'est un peu le point fort de cet article, rappelons, c'est un peu comme Jurassic Park n'est pas un documentaire, donc ne pas prendre quoi que ce soit qui brûle dans une bibliothèque, et ben on sort les livres. On sort les livres, on les regarde à la lumière du jour, d'où le fait que les scriptoriums avaient de très grandes fenêtres, beaucoup plus grandes que partout ailleurs dans les constructions de l'époque. Il y avait besoin de lumière, tout simplement. Et le fait aussi que la vérité est dans les archives, c'est-à-dire que dès qu'un personnage comme ça fouille un tant soit peu, et ben toc, il tombe sur la clé qui va déverrouiller l'énigme du monde. Donc cette espèce de mythe de la bibliothèque. Alors au-delà, il y a un certain nombre d'articles dans ce volume qui va explorer les différentes facettes de la question des relations entre fiction et histoire dans Game of Thrones. C'est pas la seule question qu'on pose, mais c'est vraiment une question qu'on pose avec divers angles. Aurélie Fachi qui est là va travailler sur l'orientalisme, donc la manière dont les civilisations orientales vont être représentés dans Game of Thrones d'une manière qui en fait remonte à l'historiographie du 19e siècle telle qu'elle a été analysée par Edward Said dans son ouvrage fondateur sur l'orientalisme. Et donc les constructions de clichés sur l'Orient vont se retrouver très largement, avec un certain nombre de petits décalages, mais très largement, montre Aurélie, dans les représentations des sociétés orientales de Game of Thrones. Voilà, c'est ce type d'analyse qu'on propose avec un prisme très divers dans les différents articles. Tout à l'heure, Jean-Sébastien nous disait qu'il avait, entre guillemets, pas fait exprès d'être bon dans la glaciation. On sait que le Trône de Fer utilise pas mal de références historiques, hein, le mur d'Adrien par exemple, la guerre des Deux Roses, ou bien encore Gengis Khan. Est-ce que c'est toujours conscient ou est-ce qu'on sait si c'est quelqu'un qui se documente beaucoup ou est-ce qu'il y a des choses un peu par hasard ou par erreur? Alors, c'est quelqu'un qui se documente sur son site, hein, sur son blog. Il y a, dans ses FAQ, il y a how I document my text, parce que c'est une des questions qu'on lui pose très souvent. Et donc, il y a une liste bibliographique des ouvrages sur lesquels il s'appuie. Alors, comme très souvent en roman historique ou en fantaisie historique, c'est pas forcément la pointe de la recherche. C'est des choses qui sont un petit peu plus anciennes, qui sont un petit peu plus datées, tout simplement parce qu'il faut le temps que la connaissance érudite, universitaire se diffuse, se vulgarise, et ça se fait pas en 2 minutes. Donc c'est des choses un peu plus anciennes. Et puis aussi parce que ça correspond mieux à ce que les gens savent déjà. On ne va pas trop devoir perturber un lecteur de roman en lui apportant, en lui donnant comme historique des éléments qu'il n'a pas encore eu l'habitude de reconnaître comme historique, qui vont au contraire le choquer. Il va se dire ah bah non, c'était pas comme ça.
alors que si, mais on ne le sait pas encore. Donc voilà, il y a cette espèce d'effet de décalage, et il s'appuie aussi beaucoup sur des ouvrages qui sont plutôt utilisés par les reconstituteurs, par les amateurs d'ouvrages de guerre, etc. Il y a toute une petite collection américaine et anglaise qui représente des costumes sur lesquels il s'est appuyé. Entre autres, voilà. Donc de la documentation. Je reviens avec vous, Jean-Sébastien, donc toujours sur cette période de glaciation, parce que ça me titille. Comment est-ce qu'on peut pas faire exprès? Est-ce qu'on sait s'il y a de la documentation, et est-ce que c'est dans la cohérence du monde que finalement ça fonctionne? Oui, c'est ça en fait. Alors, je ne sais pas en fait si c'est vraiment documenté sur les différentes périodes presque historiques, préhistoriques, et donc les dernières glaciations, le Rhys, le Würm, etc. Il y en a eu quand même plusieurs depuis les dernières centaines de milliers d'années. Le but, après, c'est pas forcément de faire dire à l'auteur ce qu'il n'a jamais dit. Le but, c'est vraiment d'analyser encore une fois le corpus. Mais en tout cas, il se documente, ça c'est sûr, au niveau histoire bien sûr, et au niveau, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, au niveau anatomique, ces dragons, masse et vol d'animaux gigantesques impossibles mis à part, au niveau anatomique, il le dit plusieurs fois dans des interviews, mes dragons possèdent en fait des pattes à l'arrière et des ailes à l'avant. Ils n'ont pas 4 membres plus 2 paires d'ailes. Donc ils se placent bien dans le groupe des reptiles volants avec des ailes pas tout à fait comme les ptérosaures, ces reptiles volants qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures, mais on est plutôt de type des ailes de chauve-souris qui sont entre guillemets copier-coller en fait à un tronc et des pattes arrière de gros lézards, quoi. Donc en fait il y a un souci, une documentation anatomique, un souci de la plausibilité qui nous permet de mieux rentrer en fait dans cet univers-là, dans la fiction. En fait, finalement et paradoxalement, plus une fiction est plausible, donc quelque part complexe et argumentée, plus en fait on est dedans, plus on y croit, et plus elle est intéressante au regard des diverses disciplines scientifiques. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de Martin, et ce qu'il distingue au sein de la fantasy et dans l'histoire de la fantasy, c'est effectivement ce qu'il lui présente comme une recherche de réalisme, mais qu'il est effectivement plus correct de présenter comme de la vraisemblance ou de la plausibilité. Il va aller beaucoup plus loin. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui l'ont suivi sur ce chemin-là. C'est le nouveau chemin de la fantasy depuis le milieu des années 90. Cette volonté de produire une fantasy qu'on va appeler plus réaliste ou plus historique. Donc il va à la fois part de la documentation sur l'histoire et la manière dont va fonctionner le monde, le world building, et aussi c'est moins notre sujet, mais une volonté de plausibilité psychologique, où lui va entrer en conflit avec son grand prédécesseur Tolkien sur des questions de morale, en choisissant de montrer des personnages qui sont beaucoup plus gris, beaucoup moins nobles, avec une conception de la nature humaine très différente. Et c'est pas pour autant que Tolkien était moins cohérent, il l'était déjà beaucoup, mais c'était pas les mêmes choix de représentation. Et les choix de représentation que fait Martin l'ancre plus dans quelque chose qui nous apparaît comme réaliste, alors même qu'il y a des dragons et des marcheurs blancs, mais on va pouvoir y croire, y adhérer, s'y immerger, parce qu'effectivement il a fait l'effort de nous disséminer suffisamment d'éléments et d'indices pour que ça fasse sens pour nous, et effectivement, quel que soit notre angle d'approche disciplinaire. Voir tous les innombrables articles de presse qui ont été consacrés à Game of Thrones, c'est le climat, etc. Et c'est effectivement ce que vous avez systématisé, mais il y avait une pratique dans la presse et même dans les journaux des disciplines scientifiques. Il y a un très célèbre article sur Game of Thrones et le climat. Du même auteur en fait que j'ai traduit et que j'ai inclus en fait dans le sommaire. Petite question juste, Anne, est-ce que tu penses que l'augmentation du degré de la violence chez Martin
correspond à cette augmentation du degré de réalisme, en fait, ou c'est lié pour toi ou... Alors, oui, c'est l'objectif, parce que en fait, le réalisme en histoire, enfin en fiction historique, le réalisme en fiction historique, c'est de la saleté et de la violence. Donc ça n'est pas plus réel, en fait. C'est comme si tu mettais un filtre sur la manière dont on regarde le monde. C'est un mème célèbre sur Internet. No, let's put the medieval filter. Donc tu mets le filtre médiéval et après, voilà, c'est tout boueux, c'est tout gris. Et voilà, ça devient le Moyen-Âge tel qu'on se l'imagine. Donc en fait, c'est juste, là encore, c'est vraiment un curseur dans les représentations, mais si c'est plus violent, si c'est plus sale, ça va être perçu comme plus réaliste, voilà, si les personnages sont plus mauvais, alors que effectivement, il y a la littérature idéaliste rend le monde plus beau, les héros plus grands, etc. Donc et ça remonte vraiment de très très loin dans l'histoire littéraire, et donc on fait vraiment la corrélation entre les deux. Alors que il n'y a pas de raison que les êtres humains soient réalistiquement violents, mais voilà, c'est comme ça qu'on le perçoit. Ou alors peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, Jean-Paul. Effectivement, ça avait été un des succès Star Wars, c'est qu'effectivement il y avait de la patine et de la saleté sur les engins volants, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent. C'est pas en médiéval, encore un peu quand même. C'est un peu médiéval, Star Wars. Comment vous l'avez lu, Game of Thrones, justement, avec votre bagage de scientifique et de professeur? Est-ce que cette vraisemblance-là, elle vous a sauté aux yeux à la lecture? Moi, j'ai surtout travaillé sur la série, avec effectivement un effet de réalité, puisque là, il y avait des vrais gens qu'on voyait surtout sur la télévision, alors que quand on lit un livre, c'est une banalité, mais c'est à soi-même de se représenter les choses. Donc j'ai plus travaillé sur la série, parce que aussi c'était une haine de société, certes. Martin a vendu, je crois, 70 millions d'ouvrages, enfin, encore loin derrière Harry Potter, sans compter Agatha Christie et la Bible. Donc j'ai plus travaillé sur la série, donc là le côté réel a été gagné. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi ça marchait, effectivement. La violence, le sexe, etc. Et puis, forcément, des formations professionnelles, j'ai essayé de comparer avec la succession des civilisations dans les différents continents, la succession des civilisations, l'âge de l'aube, et puis après l'arrivée des premiers hommes qui arrivent d'Asie, mais pas d'Afrique, qui sont une civilisation plutôt de l'âge du bronze, relativement avancée, puis des Andals, etc. En n'oubliant pas que c'était une fiction qui prétendait pas complètement à la vérité historique, même s'il essayait que ce soit à chaque fois plausible. Alors, sur le Moyen-Âge, beaucoup avait déjà été fait, donc ça m'avait intéressé déjà que des auteurs précédents comme Florent ou Justine Breton avait déjà déblayé, justement montré à la fois la part de vérité historique et la part de mythologie, entre guillemets, qu'ils appellent le médiévalisme. Et ça m'intéressait de regarder ce qu'il en était effectivement pour les périodes antérieures, puisqu'on va retrouver quelque chose qui ressemble au Celtes, avec les Andals qui arrivent du continent, quelque chose qui ressemble à l'Empire romain, aux Mongols, etc. Et à chaque fois, il m'a semblé que c'était quand même une vue plus violente que la réalité, et effectivement correspondrait pas totalement aux connaissances actuelles. Hein. Mais effectivement, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, il ne faut pas troubler trop les spectatrices et spectateurs par rapport à ce qu'ils ont, parce que c'est pas le sujet de ce point de vue. Ouais, donc il y a vraiment ce filtre
de presque nos projections sur ces périodes-là en termes de violence et de saleté. Et puis le fait que, de toute façon, c'est de nous dont il est question, en fin de compte. Le problème climatique, de Winter is Coming, la violence, le sexe, etc., c'est pas possible, c'est par rapport, honnêtement, c'est par rapport au présent, aux préoccupations du présent que ce genre de création peut fonctionner. Jean-Sébastien avait aussi un article sur l'histoire des langues. Oui, alors oui, c'est Frédéric Landragin qui est linguiste et spécialiste aussi des langues automatisées, puisqu'il s'amuse aussi à décrypter un petit peu tout ce qui est science-fiction, cyberpunk, où il y a beaucoup de droïdes, beaucoup d'IA, dans un autre domaine, hein, bien sûr, qui est la science-fiction. Là, il s'est attaqué en fait, on va dire, au grand système de communication en fait dans ce monde. Qui est celui du trône de fer, avec le Dothraki, et puis le fait que ce soit des corbeaux et non pas des pigeons qui apportent des messages entre les différentes contrées. Et je voudrais revenir sur cette espèce d'effet miroir pour qu'une fiction en fait nous présente finalement ce qu'on attend un peu, à défaut presque de réalisme très, très exact, si je puis dire, et refaire une comparaison avec Jurassic Park. En fait, parce que c'est tout à fait ce qui se passe aussi dans Jurassic Park. Notamment dans Jurassic World, où les dinosaures sont encore moins bien reconstitués d'un point de vue de la paléontologie, mais il y a un personnage, je ne sais plus lequel, dans le premier Jurassic World, qui dit « De toute façon, on s'en fout, on a reconstitué les dinosaures tels que les gens voulaient les voir, et non pas tels qu'ils étaient. » Donc là, l'auteur, Spielberg, et Colin, je crois, s'affranchissent carrément de la réalité paléontologique avec aussi les deltas d'incertitude qu'on a, parce qu'on travaille par définition sur des éléments fragmentaires d'espèces disparues. Donc voilà, c'est un petit peu en fait l'image que nous renvoie du Moyen-Âge Martine, finalement, qui n'est pas tout à fait exacte, si j'ai bien lu Anne et Jean-Paul et d'autres. Aurélie aussi est là et l'explique bien. Ce qui me semble super intéressant dans la comparaison avec Jurassic Park, c'est le caractère spectaculaire. Jurassic Park, c'est un parc d'attractions. Et même si Martin a dit qu'il ne voulait pas faire du Moyen-Âge de Disneyland, de fait, la série, puisque c'est plutôt de celle-là, de sa combat, est forcément dans le spectaculaire, et notamment elle nous donne à voir ces très très grandes batailles qui vont occuper la longueur démesurée d'un épisode, voilà, là où tout le reste de l'action avance beaucoup plus vite, très vite les producteurs choisissent de faire ce choix de se focaliser sur des scènes de bataille très longues, qui mettent en œuvre des armées de taille littéralement impossibles au Moyen-Âge, et des ordres de massacre. Voilà, c'est toujours ce degré de violence qui n'est pas du tout réaliste. Les batailles se faisaient étaient beaucoup plus petites et n'avaient assez peu pour but de réduire l'adversaire en charpie, mais bien plutôt de prendre des otages pour pouvoir les échanger, etc. On n'avait pas pour but l'annihilation de l'adversaire dans des énormes batailles rangées comme celles qui nous sont présentées dans les saisons de Game of Thrones. Ça, c'est un exemple, voilà, très 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 clair de déformation des données historiques qui là sont vraiment de l'ordre des choses qui sont bien connues, mais pour une raison qui est très très simple à comprendre, qui est de rendre le spectacle beaucoup plus épique, c'est-à-dire voilà, de le rendre bigger than life, beaucoup plus grand que nature. On prend quelque chose qui peut avoir existé. C'est exactement la même chose pour le mur d'Adrien, en fait. Voilà. Et on le rend gigantesque. Et c'est vraiment ça quelque chose qui est assez systématique dans la pratique
de Martine par rapport à l'histoire, hein, il le dit d'ailleurs tout à fait explicitement. C'est comme ça qu'il procède. Il prend quelque chose d'existant et puis il le rend, il l'entraîne dans le monde de fantasy parce que justement le monde de la fantasy, c'est un monde qui est plus grand. Et c'est ça qui nous fait plaisir à regarder, c'est qu'à la fois ça nous rappelle notre monde, ça lui fait clairement écho et ça lui donne des proportions et voilà, une ampleur et une grandeur, une beauté malgré la noirceur chez Martine qui n'est pas de notre monde. Et c'est ça qui nous plaît. Est-ce que ça veut dire qu'une des forces du Trône de Fer, c'est pas d'être finalement une sorte de grand recycleur de beaucoup de choses, de thématiques comme le réchauffement climatique, d'éléments historiques, le mur d'Adrien, la guerre des deux roses ou Gengis Khan, pardon, les rois maudits, et évidemment de Druon. Est-ce que une de ces forces, c'est justement de pas tout mettre ensemble dans un continent encore plus grand, ne pas s'intéresser à un pays, mais vraiment à l'histoire d'un continent pour que, en fait, il nous approche tous et toutes et servir à chaque fois du meilleur de ces histoires-là. Ouais, oui, tout à fait. En sciences naturelles, on est vraiment dans entre guillemets, le recyclage en mosaïque. Donc la dernière glaciation, c'est au nord du nord. Le Jurassique, c'est Sotorios, ce continent perdu qui ressemble un peu à l'Afrique mystifiée, en fait, des premiers explorateurs avec des forêts denses, vertes, à perte de vue, à vol de dragon qu'on n'arriverait pas à cartographier après plusieurs années, je crois, de vol de dragon. Donc des continents complètement qu'on ne voit pas en fait dans l'adaptation, mais qui sont esquissés dans les livres. Et c'est la crainte, c'est ce continent Sotorios, c'est craint en fait par tous les marins parce que très peu en reviennent vivants. À cause de virus, à cause de monstres préhistoriques. Il y a des sortes de raptors, il y a des serpents géants qui existaient au Jurassique, enfin un peu après, dans le temps. Donc il y a une mosaïque en fait d'espace temporel qui compose ce monde du coup très intéressant. Et comme toute œuvre d'art, hein, la littérature étant un art, il y a effectivement des inspirations qu'on peut appeler recyclage, mais je pense que par rapport à Tolkien aussi, Martine va plus loin, c'est ce qu'on dit assez souvent. Martine ne va pas s'arrêter à la monarchie mise en place à la fin du Seigneur des Anneaux. Il va se poser la question, mais est-ce que finalement Aragorn est un bon gouvernant ? Est-ce qu'il ne va pas instaurer une dictature, puisque par lignée, en fait, il est roi ? Que vont faire les orques, les autres monstres, quand ils vont revenir en fait dans leur milieu naturel? Est-ce qu'ils vont pas bouleverser l'écologie ou le climat? Et donc, c'est peut-être pas forcément des thèmes genre aller plus loin, mais c'est des nouvelles fenêtres en fait que Martine ouvre, qui n'étaient pas, je pense, traitées à cette époque-là, à l'époque du Seigneur des Anneaux, on est dans les années 50, hein, par Tolkien en tout cas. Donc la défense de Tolkien arrive au grand galop, parce que je trouve que c'est une citation très célèbre de Martine, et effectivement c'est ce qu'il dit qu'il va faire, sauf qu'il ne le fait pas. Enfin, ça finit, on a quelqu'un sur le trône de fer, et les mêmes questions, pas chez Martine, dans la série, les mêmes questions se posent exactement. Alors, Bran, votre programme politique pour la suite, votre gouvernement, votre plan pour réunifier les six royaumes, la sécession du Nord, vous le vivez comment? Il y a quand même, je trouve, un certain nombre de questions qui continuent à se poser, et c'est inévitable. Si on écrit l'histoire d'un monde, il faut bien s'arrêter à un moment. Et Tolkien a fait un syncrétisme extrêmement puissant et une histoire extrêmement longue et formidablement dense. C'est juste qu'il n'a pas choisi le même syncrétisme. Il a un syncrétisme qui est nourri de beaucoup plus de littérature et de mythologie. Donc effectivement, la mosaïque de Martine, elle est historique. Il y a des espaces temporels qui coexistent dans la même planisphère. Donc ça, c'est vrai, c'est super intéressant et c'est très novateur.
Alors que Rowling, par exemple, va également être quelqu'un qui a une écriture extrêmement syncrétique, qui a davantage du côté du bestiaire, par exemple, et d'un certain nombre d'éléments folkloriques, de littérature anglaise, de littérature pour la jeunesse, etc. Toutes ces grandes œuvres de fantasy, elles fonctionnent sur une multiplicité d'influences et d'échos qui réussissent à être remis dans le chaudron de soupe, pour prendre une métaphore du grand Tolkien, et à donner une nouvelle recette délicieuse. Là où Martin est particulier, c'est effectivement cette recherche à la fois de réalisme et de réalisme basé sur des éléments qui vont être plutôt empruntés à l'échelle historique de notre monde. Il y a aussi une notion où il raconte un petit peu, parce qu'il donne des éléments de l'histoire de son monde, de son continent et de l'ensemble, mais j'ai pas le sentiment qu'il le détaille énormément. C'est là qu'il dit qu'il y a eu des choses, on a pas mal d'indices, mais on n'a pas des appendices et des appendices pour nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi toujours une utilisation un peu de l'ellipse, c'est-à-dire qu'il dit un truc, mais sans toujours l'expliquer à fond? Alors, il y a A World of Ice and Fire, donc un livre compagnon qui a été proposé en plus des romans, donc par Martin, mais surtout, Martin progressivement s'est impliqué dans le projet et petit à petit a rédigé un certain nombre de textes, mais ce sont les deux gardiens du temple de son grand site de fans américains, donc Linda Antonson et Elio Garcia, qui co-signe avec lui cet ouvrage. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les fans, ce sont les fans qui ont voulu savoir ce qu'il y avait dans ces éléments qui étaient donnés effectivement, mais dont on avait l'impression qu'on restait un petit peu, tu as tout à fait raison, en surface quant à ce que ça pouvait recouvrir. Il y a toujours la possibilité de demander à l'auteur ou d'essayer de coller des informations qui vont venir un petit peu d'ailleurs pour reconstituer l'information la plus précise, et puis si elle n'est pas complètement entière, la compléter encore un petit peu sur les bords. Et donc ça a été fait. Donc si maintenant on a une idée vraiment précise de l'histoire du monde de Martin. Est-ce que sur le côté scientifique, pour le coup, est-ce que vous seriez d'accord, Jean-Paul et Jean-Sébastien? Oui, c'est intéressant en fait. Il y a ce côté effectivement de construction, de world building qui est basé chez Tolkien sur aussi un arbre de langue, de linguistique. Tolkien était linguiste, philologue, donc universitaire, ce qui n'est pas le cas de Martin, ce qui lui enlève rien non plus. C'est pas un monde n'est pas forcément mieux ou moins bien construit parce que l'auteur est universitaire ou non, mais comment? Jean-Paul me dit que t'es sûr. et ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors, pour le world building de Martin, j'ai pas les éléments, mais il me semble pas qu'il ait travaillé sur un arbre d'évolution, en fait, de langues inventées, parce qu'il y a le Dothraki, et à ma connaissance, il y a que peut-être cette langue inventée, en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait le lien entre Tolkien et Martin, c'est aussi la représentation de l'espace, la carte. La carte comme support en fait à la construction du monde. On pose en fait des climats, on pose des cités, on pose ensuite une histoire, on pose en même temps dans le cas de Tolkien des langues, et ce pouvoir en fait de création d'espace cartographique est repris aussi en science-fiction. C'est une méthode usitée notamment par Frank Herbert, qui a avoué en fait avoir dessiné la carte de sa planète Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Il a fait l'hémisphère nord en fait de cette planète, en expliquant que il s'est basé sur la carte de la Terre du milieu. Donc c'est marrant de voir que finalement, oui, il y a une construction en fait basée sur des données factuelles et qui enrichissent encore plus l'univers, quoi. Une forme d'histoire dans l'imaginaire.
Oui, c'est peut-être même des formations d'universitaires, mais effectivement, j'avais trouvé à l'époque le monde de Tolkien d'une certaine manière plus riche avec toutes ces références aux mythologies, mais c'est aussi parce que d'une certaine manière c'était relativement nouveau. Cela dit, je l'ai lu à 30 ans alors que je me suis occupé de Game of Thrones 40 ans plus tard. Donc on n'a pas forcément la même vision, on n'a pas fait forcément les mêmes... ça s'aggrave là, non, donc voilà. Sinon, là je peux que me répéter, on est dans la fiction, effectivement. Martin a une autre approche, comme on le disait à l'instant, c'est pas un universitaire, d'une certaine manière c'est un autodidacte en histoire, mais c'est d'autant plus intéressant effectivement parce qu'il a pris de manière, en plus il n'a pas la formation british traditionnelle, c'est un états-unien. Mais globalement, effectivement, je pense qu'il ne faut pas chercher un rapport avec l'histoire, même si, d'abord, lui-même l'a dit, enfin, il a donné ses sources, hein, la guerre des deux roses, les rois maudits de Druon. Donc, il faut l'intérêt de la référence historique, vrai ou pas, c'est pas ça qui, à mon avis, qui compte. Mais ce qui est intéressant, c'est de le regarder comme symptôme, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il a, lui, gardé, et par rapport à son public, puisque quand on écrit, en principe, c'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est pour être lu. Qu'est-ce qu'il va sélectionner, qu'est-ce qu'il va garder, donc quelle image il va garder du Moyen-Âge, quelle image il va garder des Mongols à travers les Dothraki, quelle image il va avoir de l'Afrique avec son continent effrayant et en même temps très, très, très marginal. Donc c'est plutôt ça qui m'a intéressé. Une autre chose qui est vraiment intéressante chez Martin et qui est originale et qui là encore le relie à l'histoire, c'est la manière dont justement il a mis en abîme, enfin c'est-à-dire dont il a représenté explicitement le travail sur l'historiographie de son monde. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure, qui était très important et très intéressant. Donc il le fait déjà dans World of Ice and Fire, où en fait il y a les versions des maîtres. Et on nous dit quel maître de quel moment attaché à quel seigneur de quelle maison a écrit ça, et ça nous incite à nous dire ok, donc c'est lui qui écrit l'histoire, c'est celui-là, c'est ce point de vue-là. Donc il y a toujours cette réflexion sur quel est le point de vue qui écrit l'histoire, et dans les prequels, dont également oublié de parler tout à l'heure, Fire and Blood, qui sont alors la comparaison est un peu abusive aussi, mais le Silmarillion du trône de fer, et bien au lieu d'être un recueil de mythes, c'est une histoire du monde et une réflexion sur l'histoire du monde. Donc voilà, on a vraiment là deux pratiques très très remarquables l'une comme l'autre, mais qui ne s'appuient pas sur les mêmes postulats et qui sont toutes deux extrêmement cohérentes dans leur développement ultérieur. Et on voit que l'auteur, que Martin, qui n'est pas un universitaire mais qui est un raconteur d'histoire exceptionnel, avec une pratique des différents médias qui réfléchit sur la manière dont on raconte l'histoire et dont on raconte les histoires. Donc c'est cette direction-là qu'il a choisi de prendre de manière très, très nette. Il est déjà 52, on n'a pas vu le temps passer. Est-ce que quelqu'un a une question? Des questions? Oui. Ah, attends, j'apporte le micro. Alors, en fait, j'ai une question sur... alors déjà, merci pour cette conférence qui est très intéressante. Et donc, j'ai une question sur l'historiographie, possiblement typiquement américaine de Martin. Est-ce qu'il y a des choses chez Martin qui font qu'on le ressent comme typiquement américain et que nous, Européens, on ne ferait pas de la même manière parce qu'on ne voit pas l'histoire de la même manière?
c'est une très bonne question, mais à laquelle je ne me sens pas complètement capable de répondre. Il me semble que oui, il est très, très, très états-unien par son... Enfin, on le voit bien personnellement. Dans sa personnalité et dans la manière dont il se déplace parfois en Europe, voilà, c'est sympathique américain touriste à s'émerveiller devant les châteaux, et avec ce côté fait-on bien la différence entre le truc qui a été reconstruit au 19e siècle en étant repris pierre par pierre d'un cloître écossais et la vraie version. Enfin, il y a ce côté toujours très légèrement fake dans l'histoire américaine, parce qu'ils n'ont pas de patrimoine ancien à eux. C'est le rapport à l'espace qui remplace dans leur cas. Donc il y a peut-être ce côté un tout petit peu emprunté de l'histoire, vraiment au niveau littéral. C'est-à-dire que il va piocher dans une histoire européenne qui n'est pas la sienne, et donc qui se situe à une distance plus grande. Alors que les Canadiens, par exemple, ont une fascination pour l'histoire, et notamment pour l'histoire médiévale, auquel ils consacrent un intérêt et une passion encore supérieure à ce qui peut exister, comme une forme de compensation et de rattachement à des racines européennes. Après, comment ça se traduit dans ses romans, faudrait regarder ça de beaucoup plus près que je ne peux le faire maintenant. On a le temps encore pour une question. Oui. C'était juste pour savoir, vu que vous êtes 3 scientifiques, est-ce que pour vous, Game of Thrones, la série comme les livres, ça peut être une porte d'entrée aux différentes matières scientifiques, que ce soit la paléontologie, l'histoire, quoi que ce soit? Est-ce que ça peut être utilisé dans... Ah oui, moi je ne peux répondre que par l'affirmative à cette question, effectivement, puisqu'on s'est forcé d'expliciter nos disciplines respectives en partant du corpus. Juste un petit clin d'œil par rapport à la question d'avant. Est-ce que aussi le côté américain / juvénile de Martin n'aurait pas aussi permis à ce sympathique bonhomme d'accepter aussi de co-signer sa Bible avec des fans, ce qui peut-être est moins universitaire ou british que, je ne suis pas en train de remettre en cause l'ouverture d'esprit de Tolkien, qui était aussi très social, puisqu'il avait un groupe de réflexion avec d'autres amis, je crois que c'est la Lunar Society ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a ce côté peut-être américain, en sachant que Martin écrivait pas mal de SF pour la télé, puis il en avait marre un petit peu de ce format, et il s'est un petit peu, un peu beaucoup du coup, mis à écrire en fait le Trône de Fer. Donc, mais pour répondre à la deuxième question, oui. En fait, ces mondes construits, ces mondes inventés, hyper plausibles, sont comme des énoncés potentiels pour s'amuser à faire des sciences et rendre les sciences entre guillemets lisibles, en amenant en fait des univers que l'on connaît déjà tous, plus à des niveaux, avec des fenêtres d'observation différentes qui sont les nôtres. Mais oui, je réponds oui par la fin à cette question. Je serais plus réservé que mon camarade concernant l'histoire. À la fois, c'est positif parce que c'est une série historique, donc ça montre que justement la plus célèbre série de l'histoire du monde depuis néanmoins les 7 décennies seulement que les séries existent, elle est historique justement, alors que d'autres se passent de manière contemporaine. Donc ça, c'est l'aspect positif. Sinon, l'image qu'il donne, on a parlé pour le Moyen-Âge, pour la préhistoire, etc., c'est plutôt des contre-modèles ou des idées reçues par rapport à la réalité historique. Un dernier mot, Anne. On a distribué des petits flyers.
il y a un ouvrage sur les liens entre la fantaisie et l'histoire et le Moyen-Âge, avec justement du Game of Thrones dedans. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors effectivement, vous avez des flyers et bientôt on lance là un crowdfunding pour un ouvrage illustré, un ouvrage de référence, on espère, que je vais diriger avec Victor Bataillon d'Historia, du magazine Historia. Donc c'est vraiment histoire et fantasy. Et ce volume-là qu'on vous propose est sur fantasy et Moyen-Âge. Là, le lien le plus évident, le mieux connu, mais je pense qu'un livre qui réunit toutes les grandes œuvres de fantasy qui parlent du Moyen-Âge et puis toutes les influences croisées entre Moyen-Âge et fantasy, que ce soit l'histoire ou la littérature, pour l'instant ça n'existe pas et ça manque dans le paysage littéraire et c'est ça qu'on se propose. Voilà. Parfait, à partir de mardi. Merci à tout le monde. Vous pourrez retrouver nos intervenants en dédicace juste après. On remercie la garde de nuit, parce que vous avez vu, à chaque fois qu'on parlait, on les regardait en disant « Bien sûr, on va faire des films, bien sûr ». Donc c'était un peu nos intervenants en plus. J'ai prouvé les fraises Tagada, si vous en voulez, c'est maintenant. Et puis merci à tout le monde et bon après-midi.